J'espère que tout va bien, en tout cas, pendant le confinement. Ah oui, oui, pour moi tout va bien. Et au contraire, je suis au paradis là. D'accord. Alors, on va attaquer directement les questions. Alors, au-delà des chiffres, que révèle la crise sanitaire que nous vivons de notre société? Bah, des choses que tout le monde a déjà ressenties, hein, c'est-à-dire le caractère inadmissible d'une politique qui a mis au pain sec notre appareil sanitaire depuis des dizaines d'années, hein, avec le gel de la cotisation à l'assurance maladie, hein, puisque depuis la fin des années 70, la cotisation qui avait doublé, hein, elle était passée de 8 à 16% du salaire brut entre 45 et 79, et toujours à 16% du salaire brut, c'est-à-dire que depuis 40 ans, la stagnation du taux de cotisation a entraîné de plus en plus grandes difficultés de fonctionnement du système de santé, avec l'appel au marché des capitaux, au partenariat public-privé pour financer l'hôpital, un déficit hospitalier qui s'est traduit par des compressions de personnel, une embauche de moins en moins de fonctionnaires, de plus en plus de contractuels, et pour les soignants ambulatoires, des déserts médicaux qui sont constitués dans beaucoup trop d'endroits. Et puis, alors, ajoutons à cela, à cette donnée structurelle, hein, sur la casse. Des collègues, hein, ont écrit un bouquin sur la casse du siècle, qui est justement là, cette casse du système hospitalier. La préparation, alors absolument déconcertante, disons, de nos prétendues élites qui ont été dans l'incapacité absolue de faire face à une pandémie, et qui alors ensuite ont déclaré la guerre, ont tenté de faire l'union nationale autour d'eux, une espèce de clémenceau de pacotille qui essaye de nous faire taire, hein, avec des aspects extrêmement discutable dans la mise en cause des droits salariaux en matière de congés, en matière de durée du travail hebdomadaire, et puis des formes punitives de confinement aussi. Le confinement est nécessaire, mais pas nécessairement une forme punitive, une forme contrôlée par la police, enfin des histoires qui manifestent l'incapacité d'un gouvernement capitaliste de faire appel à la dynamique propre de la population, hein, parce que il ne compte pas du tout sur le peuple, hein, et le peuple, c'est son adversaire, et donc il est incapable de mettre en place des processus démocratiques de solidarité locale, etc., etc. Il en est absolument incapable. D'accord. Alors, pour aller un peu plus loin et en même temps plus précisément, comment les attaques récurrentes depuis 1946 contre la sécurité sociale aggravent-elles aujourd'hui la crise du coronavirus? Ben, on vient de voir donc comment les choses se sont passées pour le système de santé, hein. Nous avons, dans les années, fin des années 50, années 60, début des années 70, une dynamique considérable du système de santé, grâce à la hausse de taux de cotisation précisément, hein, dans un régime général qui, jusqu'en 67, est géré par les travailleurs eux-mêmes, hein, puisque nous avons pratiqué pendant 20 ans, de 47 à 67, une démocratie sociale, certes écornée à partir du retour de De Gaulle au pouvoir en 1960, lorsqu'il réduit les pouvoirs des conseils d'administration dans lesquels les travailleurs étaient majoritaires, crée l'école nationale de Saint-Étienne, qui est une école pour former des directions qui vont s'exonérer de tout contrôle démocratique et entrer dans une procédure de plus en plus bureaucratique, surtout avec la création par Juppé d'agence régionale d'hospitalisation en 97, devenue agence régionale de santé, où là, nous avons un monstre bureaucratique totalement antidémocratique qui gère l'assurance maladie à la place des travailleurs eux-mêmes, comme c'était le cas. Et quand les travailleurs ont géré l'assurance maladie, on a vu ce qu'on a vu, c'est-à-dire qu'on a vu la mise en place d'un régime, d'un système hospitalier financé par subvention,
grâce à la hausse de cotisation, des hôpitaux qui du coup n'appartenaient pas à des groupes privés, ne devaient rien au capital, ne faisaient pas appel au marché des capitaux, des professionnels qui étaient fonctionnaires, donc qui étaient libérés du marché du travail, qui étaient titulaires de salaire à la qualification personnelle, ou qui étaient des soignants libéraux libérés du marché du travail, du marché des biens et services, pardon, par le conventionnement avec l'assurance maladie. Il suffit de voir, de comparer un libéral de santé et un libéral, je sais pas quoi, du droit ou de l'architecture. Le libéral de santé qui naît, et il s'installe et dans les 3 mois, il a sa patientèle jusqu'à la fin de son activité professionnelle. Vous voyez ce qu'il en est un libéral de l'architecture et autres, il va crever de faim pendant 10 ans. On voit aujourd'hui, hein, combien le statut de salarié est un statut infiniment supérieur au statut d'indépendant. Les indépendants aujourd'hui, ils sont... Qu'est-ce qu'ils sont avec le coronavirus, avec la baisse d'activité? Ils sont à poil. Les salariés du privé ne sont pas à poil puisqu'il y a le chômage technique ou le chômage partiel. Mais ce chômage partiel, cela dit, est loin de compenser la totalité du salaire. Donc il y a bien une perte de salaire. Les seuls qui conservent leur salaire, c'est les fonctionnaires, c'est-à-dire ceux qui, et les retraités, c'est-à-dire ceux qui ont un salaire lié à leur personne. Ça, c'est ça que Macron combat vigoureusement. Il a supprimé le statut des cheminots, il veut supprimer le statut de la fonction publique, il veut que les retraités n'aient plus droit au salaire, qu'ils aient droit au différé de leur cotisation dans un compte à points. C'est un adversaire absolu du cœur de la construction de 46, c'est-à-dire le droit au salaire lié à la personne et non pas à l'aléa de l'activité indépendante où la rémunération est liée à l'activité ou à l'aléa sur le marché du travail de salariés dont le salaire est lié au poste de travail, à l'emploi et non pas à la personne. D'accord. Sur le confinement plus précisément, dans quelle mesure les inégalités se renforcent avec le confinement? Oui, ça c'est évident. Hein. Quand vous vivez dans 20 mètres carrés ou quand vous vivez dans 80 mètres carrés avec 2 ou 3 enfants, ça n'a rien à voir. Hein. Lorsque vous êtes en capacité de faire la scolarisation par les biais de l'Internet ou pas, ça change tout. Quand vous êtes comme moi à la campagne, ou en ville, c'est complètement différent. C'est sûr que là, moi, je bénéficie d'un environnement physique tout à fait agréable, ce qui n'est pas le cas du tout de bien de ceux qui sont confinés. Oui, bien sûr que les inégalités sociales se révèlent, pas forcément s'accroissent, mais en tous les cas se révèlent dans un dispositif comme aujourd'hui, évidemment. D'accord. Le gouvernement d'Emmanuel Macron appelle à rester chez soi, mais aussi à se rendre au travail, y compris dans des secteurs non vitaux à l'économie, non vitaux aux personnes aujourd'hui dans la crise du Covid-19. Comment peuvent-ils justifier que le profit l'emporte sur la vie humaine? Ah, mais ça, c'est tout le temps comme ça. Hein. C'est pas du tout. Encore une fois, on s'aperçoit aujourd'hui du caractère inhumain du capitalisme. Son caractère policier, on s'en était déjà aperçu depuis la loi, depuis 2016 et la façon dont la police a réprimé les manifestations contre le travail, depuis les Gilets jaunes, etc. Bon, ça, on sait ce que c'est qu'un État capitaliste, c'est un État policier redoutable, mais c'est aussi en permanence un État qui a fait un mode d'organisation. Là, c'est pas l'État qui est en cause en tant que tel, un mode d'organisation de la production dans lequel, comme dit Marx, hein, le mort l'emporte sur le vif. C'est pas propre du tout à la situation actuelle. La situation actuelle, elle révèle, c'est ça son intérêt. Si la gauche est capable de faire progresser dans un débouché politique intéressant la prise de conscience actuelle. Donc, ce qui se passe actuellement, par exemple dans le fait de mettre en difficulté sanitaire des personnels alors que l'activité économique qu'ils font n'est pas indispensable,
Mais c'est ce qui se passe tout le temps. La productivité dans le capitalisme, hein, pour que notre activité soit source de profit, il faut que la productivité soit obtenue par l'élimination du travail vivant, au bénéfice du travail mort des machines. Prenez, je ne sais pas quoi, la production agricole, l'agrobusiness élimine les travailleurs vivants. Hein. Il suffit maintenant de 500 000 exploitants agricoles pour produire la production agricole. Et au bénéfice de la machine, et la machine, elle tue la nature, elle tue pas la machine en tant que telle, bien sûr. Hein. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui préconise la suppression des machines, mais la machine organisée contre le travail vivant, ça c'est le capitalisme. La machine contre le travail vivant, évidemment, ça produit une production qui, de point de vue écologique, est désastreuse, mais d'un point de vue anthropologique aussi est désastreuse, parce que le cœur de notre existence, c'est-à-dire notre désir de produire des choses qui ont du sens et de participer au bien commun par notre travail, ce cœur-là est complètement détruit par des activités qui nous sont imposées contre notre éthique, souvent pour le profit. Ou par la difficulté, je pense aux soignants par exemple, de faire bien un travail qui nous plaît, et avec lequel on est en accord. D'ailleurs, pour moi, aujourd'hui, le cœur de la bataille, c'est de ne plus travailler que selon notre éthique. Pour moi, le nouveau front de l'activité syndicale, c'est clairement ne plus produire pour la mort. Appelons produire pour la mort, produire sans aucun souci écologique, produire pour rendre le travail de plus en plus mortifère parce que le temps de travail est compté de façon absurde, etc. Mais produire pour la vie, c'est-à-dire s'organiser contre les directions. Je pense que les directions sont absolument serviles, les directions d'entreprise, les directions de services publics sont absolument serviles vis-à-vis de la logique capitaliste. Il faut maintenant entrer en conflit clair avec les directions de nos entreprises et de nos services publics. Collectivement, c'est un front nouveau de l'activité syndicale pour ne produire que pour la vie. Alors, la pandémie a provoqué une crise financière et économique majeure, jamais vue jusqu'à présent. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a évoqué le krach de 1929 comme analogie avec la situation actuelle. Quelles conséquences cette crise économique aura-t-elle sur notre monde ? La conséquence dépend de la solution qui va y être trouvée. Et si c'est une solution capitaliste, on la connaît par cœur. Nous savons ce qui s'est passé en 2007, une création monétaire effrénée pour soutenir les marchés financiers et les actionnaires, soutenir les banques. Et cette création monétaire, pour que ce ne soit pas de l'argent de singe, de la monnaie sans aucune valeur, eh bien, la valeur de notre travail, la valeur que nous créons par notre travail, elle va être piquée pendant 10 ans. On va avoir 10 ans d'austérité. C'est ce que nous connaissons depuis 2007, de l'austérité pour que la monnaie créée à l'appel par la Banque mondiale, par la Banque européenne, la Banque centrale européenne, ou par les banques centrales en général, et un correspondant en production de valeur, mais comme tout ça va aux actionnaires, tout ça va aux marchés financiers, pas du tout à l'économie réelle. On le saurait si la monnaie créée à l'appel depuis 2007 avait été à l'économie réelle, on ne sait pas où nous en sommes évidemment. Donc la solution capitaliste, nous la connaissons par cœur. Macron l'a annoncé, 300 milliards pour soutenir les prêteurs, puisque ça va être pour soutenir la capacité de rembourser les emprunts. Donc on soutient les prêteurs. Qui sont les prêteurs? Sinon le cœur même du capitalisme. Donc soutien évidemment du cœur du capitalisme.
Et puis, attaque contre le salaire, puisque les entreprises pourront ne pas honorer leurs obligations en matière de cotisation sociale, attaque contre les services publics, puisque les entreprises pourront ne pas honorer leurs obligations en matière d'impôts. On connaît par cœur tout cela. Donc, la solution, si nous voulons que cette crise débouche sur du plus haut et non pas du plus bas encore, c'est que nous nous emparions des entreprises. Il n'y a pas d'autre solution. Et s'emparer des entreprises, c'est concrètement commencer par dire nous allons faire une nouvelle forme de grève. Non pas arrêter le travail, non pas occuper en attendant ce qui se passe. Non, 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 non. Travailler comme nous l'entendons. Envoyer au plot tous les protocoles, les directives, etc., que l'on nous assène et qui vont contre notre déontologie, contre notre connaissance du travail concret. C'est nous qui produisons, par notre travail concret, la valeur économique. Eh bien, nous allons décider de cette valeur en décidant de la façon dont nous produisons, nous. Alors, ça suppose vraiment un déplacement de l'activité syndicale. Ça me paraît évident. D'accord. La prochaine question va dans le même sens. Nous vivons une accélération de l'histoire, à la fois une offensive du patronat sur le droit du travail, avec la semaine de 60 heures, les congés payés auxquels il faudrait renoncer, etc. Et de l'autre, de nombreux travailleurs démontrent une solidarité de classe nouvelle. L'élan de solidarité vis-à-vis des soignants, vis-à-vis des travailleurs en poste, démontre finalement un éveil d'une conscience de classe chez beaucoup de travailleurs. Sommes-nous à la croisée des chemins? Et si oui, quel chemin s'offre à nous? Alors pour moi, je vais revenir sur ce que je viens de dire en l'explicitant un petit peu. La maîtrise de notre travail concret suppose, par exemple, que la bataille sur les retraites soit l'occasion de nous battre pour la retraite à 50 ans. Parce que 50 ans, c'est le moment où on est le plus en difficulté sur le marché du travail. Si on perd son emploi, ce sera pratiquement impossible de trouver un emploi aussi qualifié que celui qu'on a perdu, par exemple. Et puis, c'est aussi l'âge où on a la pleine possession de ses moyens professionnels et où on est exaspéré de ne pas pouvoir vraiment les mettre en œuvre parce que la rentabilité du capital nous empêche de mettre en œuvre notre expérience professionnelle de façon correcte. Et donc, la retraite, ça devrait être à 50 ans. Ce qui est d'ailleurs pratiqué, ce qui était pratiqué pour les métiers actifs, dits actifs, dans certains services publics. Je pense qu'il faut généraliser la retraite à 50 ans. Et que ça veut dire quoi être en retraite? Ça veut dire que notre salaire n'est plus celui de notre poste, mais c'est le nôtre. C'est ça ce que fait Croizat, quand il dit les retraités, ils ont droit à la poursuite de leur meilleur salaire, sur le modèle de la fonction publique. Donc, on n'a plus à aller sur le marché du travail, quémander un salaire à un employeur, on est titulaire de son salaire. Titulaire de son salaire, pourquoi faire? À mon avis, il y aura deux solutions pour ces cinquantenaires. Soit ceux qui sont vraiment, qui en ont assez de faire ce qu'ils font, qui aspirent à faire autre chose, ils vont quitter leur entreprise. Et ils pourront quitter leur entreprise puisqu'ils quitteront avec leur salaire. Et puis, ils vont aller dans les entreprises alternatives que souvent leurs gamins sont en train de mettre en place pour faire de l'information autrement, pour faire de la production agricole autrement, pour faire de la production d'énergie autrement, pour faire de la production de logements autrement, c'est-à-dire pour sortir la production de sa logique capitaliste. Ils vont aller soutenir, imaginez, il y a 700 000 cinquantenaires à peu près chaque année, que la moitié quitte la boîte où ils s'emmerdent, où ils sont exaspérés, etc., et aillent dans les entreprises alternatives, peut-être comme la vôtre, je ne sais pas exactement quel est votre statut. C'est une association. C'est une association. Donc les associations, les entreprises, les scopes, enfin bref, tout ce qui entend bien produire sur un mode communiste, c'est-à-dire avec souveraineté des travailleurs sur leur travail, c'est ça le communisme, c'est la souveraineté des travailleurs sur la valeur économique, sur le travail, eh bien 350 000 qui arriveraient chez vous, qui arriveraient un peu partout, sans que vous ayez à les payer, puisque
puisque c'est la caisse des retraites qui les paye. Hein. Alors, il faudrait changer l'assiette de la cotisation. Ce ne serait plus la masse salariale, mais la valeur ajoutée. Ces retraités qui vont arriver à 50 ans en pleine possession de leurs moyens, mettons en matière audiovisuelle, pour conforter un pognon de dingue, pour conforter le site que vous animez, vous n'aurez pas à les payer. En revanche, ils vont augmenter la valeur ajoutée de votre entreprise et vous aurez donc une cotisation supplémentaire à payer et cette cotisation financera les retraites de l'année suivante, donc, enfin, ou cette année, peu importe. Donc, on voit bien comment on va sortir de la marginalité toutes les entreprises dans lesquelles il n'y a pas de pression du capital parce qu'elles sont alternatives à la logique capitaliste, mais elles sont marginales, elles sont menacées de récupération, de rachat par un groupe capitaliste, etc. Et donc, c'est très important que chaque année, je ne sais pas quoi, déboulent dans ces entreprises 350 000 titulaires de leur salaire qui vont les sortir de la marginalité. Et puis les 350 000 autres, mais les 350 000 autres, ils vont rester dans leur service public, dans leur entreprise, parce qu'ils estiment que titulaires de leur salaire, ils vont pouvoir y faire des choses intéressantes. Et comme ils sont en pleine possession de leurs moyens professionnels, ils vont être chargés de l'auto-organisation des travailleurs. C'est eux qui seront, comme les délégués syndicaux, non licenciables, ça va être des salariés protégés, ces retraités de 50 ans qui resteront dans leur entreprise, seront des salariés protégés pour organiser la résistance aux directions, la résistance au New Public Management dans les services publics, la résistance au management dans les entreprises capitalistes. C'est un exemple, hein, parce que le combat sur les retraites n'est pas fini, loin de là. Hein. Il ne suffit pas de revendiquer la renonciation à la réforme Macron, parce que le système actuel de retraite n'est pas bon, hein, et donc il ne s'agit pas du tout de le maintenir tel qu'il est. Voilà une proposition pour une offensive, hein, née de la conscience claire avec le coronavirus que nous ne pouvons plus fonder notre vie commune sur le capitalisme. Alors, il y a déjà quelques pistes, mais dernière question. Quelles leçons tirer de l'exercice du pouvoir qui a été démontré ces dernières semaines et comment intégrer la population dans un mouvement massif de remise en question du système capitaliste? Bien, encore une fois, c'est entreprise par entreprise que ça se pose. Moi, je pense que les travailleurs sont conscients que le travail concret qu'ils mènent, c'est au cœur de leur existence. Et ils souffrent que ce travail concret, ils n'en aient pas la maîtrise. Donc, il s'agit, entreprise par entreprise, d'organiser cette maîtrise concrètement. En particulier, de déplacer la pratique de la grève, hein, mais pas que, hein, c'est au quotidien que ça doit se jouer, ça. Et pas que lorsque on fait grève. Ou plus exactement, il s'agit que maintenant, au quotidien, nous soyons dans la désobéissance aux directions des entreprises ou des services publics. Ça, c'est un premier point. La question de la conquête de la démocratie politique, c'est aussi une question à l'ordre du jour. C'est vrai qu'on voit bien que la Ve République, complètement organisée autour de l'omnipotence d'un prétendu génie, c'est de la merde. Enfin, il y a une incapacité à assumer par en haut, et avec en plus des flics dont les 70% sont au Front National ou votent Front National, d'assumer des situations comme la situation actuelle. Seul, on le voit bien d'ailleurs dans le rôle des communes. Hein, on voit que les communes, ben, ça fonctionne. Ces communes que haïssent Macron et ses sbires, eh bien, dans une situation comme la nôtre, ça fonctionne. C'est une institution de la Révolution française qui mérite, ou peut-être d'avant encore, je ne suis pas historien de la chose, qui mérite
qu'on honore sa charge progressiste. Ok. Eh bien, merci beaucoup Bernard Friot. Bonne soirée et bon courage dans le confinement. Merci, à vous aussi. Au revoir.